présenter le livre, je vais mettre l'accent sur 2 points, parce qu'évidemment, il y a quelque chose comme 400-500 pages, je ne sais pas parler de tout. Et donc les 2 points essentiels que je vais présenter, c'est d'une part l'explication fondamentale comme quoi la crise actuelle est une crise de surproduction, et deuxième point important, à mon avis, certainement pour l'Espagne et pour généralement les pays européens, c'est la crise propre à la zone euro. Et donc les points ici, ça représente ce que je vais présenter maintenant. Donc d'abord la question de la crise. Donc on a présenté la crise essentiellement de manière financière. Bon, ici j'ai mis quelque chose qui est normalement plus amusant, enfin pas pour ceux qui ont subi évidemment la crise bancaire, mais l'aspect financier normalement apparaît dans toute crise. Le problème est de savoir est-ce que c'est seulement une crise financière ou bien est-ce que derrière la crise financière il n'y a pas quelque chose de plus fondamental. Donc on a dit toute une série de choses, que c'était une crise simplement des subprimes, une crise financière, qu'elle ne venait pas de l'Union européenne, ce qui n'est pas faux. Elle est apparue d'abord aux États-Unis. Et puis on a mis l'accent sur les pays qui avaient beaucoup de dettes publiques, etc. Mais tout ça n'explique pas pourquoi est-ce que cette crise est aussi grave, parce que donc on est en 2013, la crise a commencé normalement en 2007. En Europe, elle est venue plutôt avec la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et donc, on est toujours dans cette situation-là. Donc, toutes ces explications-là n'expliquent pas pourquoi est-ce qu'on a une crise aussi grave. Et donc, on a quelqu'un... vous voyez que j'ai fait mon PowerPoint il y a un petit peu de temps, puisque j'avais pris un président qui était encore à l'époque président, et qui dit qu'effectivement que normalement l'origine de la crise est bien une crise financière. Et je ne crois pas que le nouveau président est en désaccord avec ça. Mais donc quand on voit l'analyse, donc ici je prends un organe qui travaille pour le Premier ministre français et qui a fait une analyse dès septembre 2008 et qui pose effectivement une bonne question. Normalement, l'ensemble des subprimes qui sont à l'origine effectivement de la crise, ça représente à peu près 1 000 milliards de dollars. Mais donc, si on le compare, ces 1 000 milliards de dollars avec d'autres agrégats, on s'aperçoit que c'est très peu. À la limite, même d'ailleurs, le gouvernement américain a déjà mis 1 000 milliards sur la table pour essayer de sauver rien que le système financier. Donc, si c'était simplement un problème de subprime, ils auraient pu mettre les 1 000 milliards sur la table et c'était fini, ce qui n'est pas vrai. D'après un périodique plutôt de gauche économique français, il y a eu depuis 1971 24 crises financières d'envergure. Et donc se pose la question aussi de nouveau de savoir pourquoi celle de 2007, celle qui commence en 2007, est la plus grave depuis 1945. Donc là, il n'y a pas d'explication. Et donc, mon hypothèse, c'est que l'explication vient du fait qu'en réalité, derrière la crise financière, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui explique cette crise. Donc, je ne vais pas répéter toutes les crises, mais donc il y a eu une crise en 91, il y en a eu une crise en 93, en 97, il y a la crise asiatique, en 2000-2001, il y a la crise des valeurs technologiques sur le marché boursier américain. Donc, pourquoi à chaque fois est-ce que ce n'est pas cette crise-là qui aurait pu effectivement engendrer une crise aussi grave? C'est pour ça que dans l'analyse marxiste, d'ailleurs aussi, on utilise le terme de crise de surproduction pour expliquer plus fondamentalement les crises. Bon, ici, on présente un capitaliste qui manifestement ne s'en sort pas si mal avec des pertes d'emploi. Donc, il y a aussi des capitalistes dans la crise qui ont perdu de l'argent et qui ont fait faillite. Hein, donc pas... Alors, pour expliquer un petit peu de manière plus détaillée qu'est-ce que c'est la crise, et donc ici, je vais essayer d'être le plus lent parce que c'est le processus de la crise. Mais en fait, en réalité,
j'ai pris aussi la manière dont la comptabilité nationale présente les agrégats de l'économie nationale. Voir à l'intérieur, évidemment, puisque ce sont des produits bruts, une redistribution. Par exemple, dans le salaire, il y a les cotisations, en tous les cas en Belgique certainement, mais je pense en Espagne aussi, il y a les cotisations pour la sécurité sociale, et donc le travailleur le reçoit sous forme brute, et puis il y a un transfert qui se fait et qui va vers les gens qui sont au chômage, en pension, etc. Et donc la même chose du côté des bénéfices, hein, donc ce sont des bénéfices bruts, et puis il y a une répartition de ces bénéfices entre ce que reçoivent les banques, les autres sociétés financières, etc. Dans la comptabilité nationale, vous avez parfois une troisième catégorie qui s'appelle les revenus mixtes, qui correspondent aux revenus que reçoivent les indépendants. Mais dans d'autres comptabilités nationales, en fait, ce revenu-là est divisé lui-même en ce qui est considéré comme du salaire et ce qui est considéré comme du profit. Donc j'insiste sur ce point que vous pouvez retrouver dans la comptabilité nationale officielle, ce genre de distinction. Alors, venons-en maintenant à ce que font chacune des catégories avec leur argent. Donc normalement, la plupart du temps, les salariés utilisent leur revenu pour consommer. Donc il y a évidemment de temps en temps des salariés qui ont un peu d'épargne et qui peuvent mettre ça à la banque, mais grosso modo, ils consomment. Alors que font les capitalistes avec les bénéfices? Alors ce sont des êtres humains, donc ils doivent consommer aussi. Et une autre partie, donc ce qui reste, normalement, va être épargné et donc va servir aux investissements. Et en principe, les investissements sont là pour pouvoir augmenter la production, que ça passe par un marché financier ou non. Donc ils peuvent très bien mettre leur épargne, par exemple, dans une banque ou dans une société financière, et c'est cette banque et cette société financière qui va allouer soit des prêts, soit du capital aux entreprises pour qu'elles augmentent la production. Alors ce système-là peut très bien fonctionner, donc là il n'y a pas normalement de problème, il n'y a pas d'accroc. Et donc je vais expliquer comment est-ce que ce système-là va dérailler. La première chose, c'est que si c'est une économie capitaliste, parce qu'on peut le faire également pour d'autres types d'économies, mais si c'est une économie capitaliste, donc ce sont des capitalistes qui sont à la tête des entreprises, ils vont essayer de toute façon, même s'ils n'y parviennent pas toujours, ils vont essayer d'augmenter la part des profits sur la part des salariés. Ça ne veut pas dire nécessairement que les salaires baissent, ils peuvent très bien augmenter, mais à ce moment-là, les bénéfices augmentent encore plus vite. Donc, premier élément, c'est qu'il y a une distribution de plus en plus inégale des revenus à l'intérieur de la société capitaliste. Et donc, on n'a pas constaté ça globalement entre les années 50, enfin, depuis 1950 jusqu'à 1980, disons. Mais à partir de 1980, on a bien constaté qu'il y avait une grosse différence de revenus entre les capitalistes et les travailleurs. Le deuxième mécanisme qui va faire dérailler le système, c'est que lorsque les capitalistes reçoivent des bénéfices, ils vont, d'une certaine manière, accroître proportionnellement la part qui va aller à l'investissement par rapport à la part qui va à la consommation. En général, j'ai trois explications à ce phénomène. La première chose, c'est que les capitalistes sont en nombre limité. Donc ça veut dire qu'ils ont des possibilités de consommation qui est aussi limitée, parce que si vous doublez votre revenu, subitement vous ne passez pas à manger, mettons, 200 grammes de viande à subitement 400 grammes de viande. Donc vous ne buvez pas subitement, donc vous buvez par exemple 3 litres d'eau par jour, subitement vous ne passez pas à 6 litres. Donc ça veut dire que ces capitalistes vont avoir de l'épargne supplémentaire. Deuxième explication, c'est que cette épargne supplémentaire est aussi la manière dont ils peuvent avoir du poids sur soit l'économie régionale, soit sur l'économie nationale, soit au niveau international. Donc plus ils ont de l'épargne, plus ils ont des capitaux en réserve, plus ils ont du pouvoir dans l'économie mondiale. Donc je ne sais pas je ne connais pas ici les petites PME qui se trouvent autour
de la place ici, donc ils ont très peu de capitaux, très peu d'épargne. Leur influence sur l'économie, même, disons, madrilène, elle est pratiquement la Banque Santander. Là, vous pesez quelque chose, vous avez de l'influence, si vous êtes dirigeant de ça, et que vous êtes le propriétaire, vous êtes, d'une certaine manière, un peu le maître, je dirais pas de l'Espagne, mais en tous les cas, vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, troisième explication, c'est, imaginons même qu'il y aurait un capitaliste qui ne serait pas poursuivi par cette volonté d'accroître son capital de manière disproportionnée. Eh bien, en fait, il ne va pas pouvoir résister longtemps à cause de la concurrence. Bon, ceux qui ont déjà lu mon livre savent probablement que j'analyse souvent le secteur automobile, mais c'est souvent très intéressant de ce point de vue-là. Quand j'ai commencé, normalement, la capacité de production totale, ou en tous les cas la production totale que les constructeurs devaient avoir à ce moment-là, c'était à peu près 2 millions de voitures produites par an au niveau mondial. Aujourd'hui, on parle de 4,5 millions ou 5 millions de voitures. Donc, le capitaliste dans l'automobile qui n'a pas ça, normalement, à un moment donné, il va être sorti du marché. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien suivi mon raisonnement jusqu'à présent, mais vous allez remarquer que, en fait, tout ce qui se trouve dans la colonne de gauche pour vous va être développé par rapport proportionnellement à ce qui se trouve dans la colonne de droite. Or, ce qui se trouve dans la colonne de droite, c'est la consommation, et tout ce qui est dans la colonne de gauche, c'est tout ce qui développe la production. Ce qui va augmenter la production par rapport à ce que la population va pouvoir absorber en biens de consommation. Donc les profits augmentent par rapport au salaire en proportion, les investissements par rapport à ce que les capitalistes eux-mêmes consomment. Donc ceci va augmenter les capacités de production et de manière certainement anarchique parce que chaque capitaliste est pris individuellement. Donc, si par exemple sur un marché, il y a la possibilité de mettre une nouvelle usine automobile, par exemple, mais c'est la même chose avec la sidérurgie ou d'autres secteurs, eh bien, en fait, cette possibilité va être présentée pour chaque capitaliste individuellement. Donc, au lieu d'avoir une usine que vous allez avoir, chaque capitaliste va vouloir construire sa propre usine. Et donc, au lieu d'en avoir une, vous en aurez peut-être 5. Donc j'insiste beaucoup sur ce mécanisme parce que ça montre bien qu'il y a 2 mécanismes qui sont à la base de la crise de production. Le premier, c'est l'inégalité dans la répartition des revenus. Et le second, c'est l'anarchie capitaliste qui fait qu'on accroît sans cesse les capacités de production sans nécessairement que ça corresponde à une nécessité sociale. Parce qu'il y a quelque chose, mais bon, je suppose que vous avez probablement bien intégré, c'est que effectivement, le fait d'investir aussi pour les capitalistes permet normalement d'accroître le montant des profits. Et donc, comme ils recherchent d'abord leurs profits, effectivement, c'est aussi une... Et donc, j'insiste aussi sur ce mécanisme parce que ça montre bien que l'explication fondamentale de la crise vient bien du mécanisme de fonctionnement du système capitaliste. C'est bien parce que c'est un système capitaliste avec des acteurs privés qui, effectivement, ont pour but d'augmenter les profits que ce mécanisme se dérègle. Alors, comment est-ce que ça se voit concrètement? Donc, on n'est plus dans une situation où, effectivement, on a des masses de produits qui sont réalisées et qui traînent sur les marchés. Ça existe encore éventuellement pour les produits agricoles. Donc, si vous faites trop de tomates et qu'on ne les consomme pas, alors elles vont rester sur le marché. Mais la plupart des autres produits, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans l'automobile, dans la sidérurgie, c'est en fait tout simplement parce qu'on a des capacités de production, mais ces capacités de production ne vont plus être utilisées parce qu'il n'y a plus d'acheteurs suffisants. Donc, ce n'est pas qu'on va avoir des parcs de voitures extrêmement grands sur lesquels on ne va plus savoir... qu'on ne va plus savoir que faire des automobiles, on va tout simplement arrêter avant et on va avoir des robots qui sont là, mais qui ne seront pas utilisés parce qu'ils n'auront pas à produire les voitures que de toute façon, pour lesquelles il n'y a de toute façon pas d'acheteurs. Pour donner un exemple concret, je vais revenir avec l'exemple automobile, mais normalement, on considère en général que
si les usines automobiles ne sont pas utilisées à 80% de leur capacité de production, il y a de forts risques qu'elles ne soient pas rentables. Or, actuellement, il y a une étude qui a été menée et qui estime que globalement, elles tournent actuellement à 75% globalement. Et alors particulièrement, elles sont en dessous des 60% en France, en Italie et en Espagne. Alors, comment est-ce que les capitalistes, traditionnellement, résolvent la crise? Eh bien, comme je l'ai expliqué, donc, la crise, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a des capacités supplémentaires. Donc, supposons au départ qu'il y a égalité entre les capacités de production et la consommation globale de la population. Et à un moment donné, il y a une capacité supplémentaire qui est créée, qui ne trouve pas d'acheteur directement. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est un mécanisme du système capitaliste. Donc, les crises économiques, elles ne sont pas apparues en 2007 ou même en 1973. Elles existent depuis le début du 19e siècle. Et depuis le 19e siècle, ce mécanisme est à l'œuvre. Alors, quelle est la manière traditionnelle, notamment au 19e siècle, qui était adoptée? C'est tout simplement qu'on détruit les capacités de production excédentaires. Alors, ce n'est pas consciemment, il y a des capitalistes qui prennent une hache et qui commencent à détruire les robots qui se trouvent dans leur usine. C'est tout simplement que dans la compétition entre les différents capitalistes, eh bien, chacun va essayer de baisser les prix pour pouvoir vendre quand même. En baissant les prix, ils vont se retrouver avec une marge bénéficiaire de plus en plus étroite, qui va en fait parfois descendre en dessous de leur coût de production, et les entreprises les moins rentables vont tout simplement fermer. Et donc le fait qu'il y a plusieurs capitalistes qui ferment leurs portes, ça veut dire qu'il va y avoir une destruction des forces productives, il y a la main-d'œuvre qui va être évidemment jetée, expulsée des entreprises, et qui donc vont former un chômage plus important, donc ce qui va aussi faire abaisser les salaires, et toutes ces conditions vont permettre aux capitalistes qui existent, qui résistent plutôt, qui sont toujours là, de prendre les parts de marché de ceux qui ont été éjectés et de recommencer à relancer la production. Alors, en fait, depuis une trentaine d'années, ce n'est pas ça qui s'est passé véritablement. Et je peux faire remarquer que par rapport au petit graphique ici, c'est que ce n'est pas sûr que les États-Unis ont encore touché le fond, hein, donc je pense qu'on peut encore aller plus loin. Alors ça, c'est l'estimation du produit intérieur brut mondial réel. Donc réel, ça veut dire qu'on a éliminé l'impact de l'inflation, donc l'augmentation des prix, pour voir exactement qu'est-ce qui quantitativement a effectivement augmenté. Et on voit qu'il y a une différence entre l'avant 73 et l'après 73. Alors j'ai mis une ligne orange sur la ligne des 4% pour vous montrer qu'avant 73, quasiment la croissance annuelle du produit intérieur brut réel mondial est pratiquement tout le temps au-dessus de ces 4%. Alors qu'après, elle est en dessous. La ligne jaune, les deux lignes jaunes expriment la moyenne des périodes. Et donc la moyenne de la période avant 73, c'est 5,4%, donc en croissance annuelle moyenne, et après 73, c'est plus que 2,9%. Donc l'analyse que je fais, c'est que normalement, la période depuis 73 montre que nous sommes dans une crise structurelle et qu'elle est en fait composée d'une série de crises conjoncturelles. Donc normalement, en 73, on était déjà dans une situation où il y avait de la surproduction et on a essayé de trouver des solutions, des palliatifs qui ont momentanément estompé les effets les plus graves de la crise de surproduction. Mais si on regarde un peu les courbes, on voit un petit peu que c'est un petit peu comme si vous étiez au volant d'une voiture. J'y tiens beaucoup les exemples sur les voitures.
et que vous essayez de faire démarrer le moteur avec votre clé, je ne sais plus maintenant si ça marche comme ça, mais en tous les cas, parce que je ne conduis pas, hein, donc entre parenthèses, je suis spécialiste de l'automobile, mais je ne sais pas conduire une voiture naturelle. Et donc ce qui est particulier aussi, c'est que la dernière, donc celle de 2007, 2008, 2009, montre que pour l'ensemble du monde, on est en négatif, ce qui est la première fois depuis 1945. Alors, comment est-ce qu'on a réussi comme ça périodiquement à redresser un petit peu la machine sans que la machine ne s'effondre comme en 2007-2008? Eh bien, il faut rechercher les éléments dans la situation de la politique américaine. Et globalement, elle a changé à partir de la fin des années 70. Et donc, en fait, je ne vais pas reprendre tous les éléments qui ont été disons, repris, qui ont été développés aux États-Unis à ce moment-là. Ils sont un petit peu synthétisés ici dans la diapo présente. Donc il y a une inégalité croissante dans les revenus. On va donner la primauté au développement financier. L'État va intervenir de moins en moins dans les affaires économiques et sociales. Les marchés financiers vont être déréglementés, ce qui va favoriser la spéculation. Et aussi, il va y avoir une importation de plus en plus grande au niveau des États-Unis, au niveau des marchandises et aussi après au niveau des capitaux. Bon, tout ça est développé en long et en large dans le livre, mais ici, je vais passer un peu plus vite. Alors ici, ça montre très bien la répartition de plus en plus inégale des revenus. Donc, si vous suivez la ligne mauve qui représente le pourcent des gens les plus riches, par rapport aux 90%, on ne peut pas ne pas dire des plus pauvres, parce que c'est pratiquement la majorité de la population, eh bien, on voit très bien que de 50 à 79, 80, 81, le développement est pratiquement parallèle, identique presque. Donc ça veut dire qu'en 1950, parce qu'il y avait des inégalités déjà à l'époque, mais si l'inégalité était à peu près de 14 à 1, eh bien en 1979, elle était toujours de 14 à 1. Alors depuis 1980 à peu près, ou du 81, il y a un développement beaucoup plus important des revenus du pourcent le plus riche. On le voit très bien dans l'évolution de la courbe mauve, alors que vous voyez très bien que la courbe verte, en fait, montre que pratiquement pour 90% de la population, il n'y a pas eu de croissance de revenus en termes réels. C'est-à-dire qu'ils ont le même type de revenus en 2007 qu'en 1980. Et donc, si le rapport était de 14 à 1 en 1980, eh bien, alors en 2007, malgré le début de la crise, il est passé de 42 à 1, hein, puisque c'est pratiquement 3 fois plus. Deuxième élément qui est assez intéressant de voir, c'est l'évolution de la consommation privée, donc la consommation des ménages américains en comparaison avec l'Union européenne et le Japon. Si vous suivez bien donc, la ligne bleue en particulier, la ligne verte est un peu plus accidentée, mais c'est à peu près la même chose sur le total de la période. Vous voyez que globalement, il n'y a pratiquement pas d'évolution, ce qui est assez logique parce que normalement, la consommation privée dans le produit intérieur brut, c'est une composante, donc en général, elle est assez stable. Par contre, si vous prenez la ligne rose, qui montre l'évolution américaine, vous voyez que jusqu'avant 1980, elle est relativement stable, mais qu'après 80, elle va augmenter de manière assez importante, et donc ils vont passer de 62% du produit intérieur brut à plus de 70% à partir de 2003. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation plus rapide de la consommation des ménages que la production, donc c'est-à-dire le PIB réel. Alors évidemment, on peut se demander comment est-ce que, alors que 90% des gens ne voient pas leur revenu augmenter, ils peuvent augmenter leur consommation. Évidemment, le pourcent le plus riche, et même disons les 10% les plus riches, ils ont plus de revenus, donc ils savent consommer un peu plus. Mais par contre, les 90%, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent emprunter. Et ici, vous avez l'évolution des dettes des différentes catégories, des différents agents, de l'État, des particuliers et des entreprises. Alors vous voyez très bien qu'à partir de 80, en particulier les ménages, hein, donc c'est-à-dire la ligne rouge, vous
voyez très bien que, donc un peu plus tard que 80, puisque en 80, il va y avoir une augmentation des taux d'intérêt, donc à ce moment-là, ce n'était pas très intéressant d'emprunter, mais au moment où les taux d'intérêt commencent à diminuer, ils vont commencer à emprunter, et donc cette ligne rouge ne va cesser d'augmenter pour pratiquement flirter avec la ligne des 100% du PIB. Et vous voyez bien que donc, dans la dernière période, hein, celle des gouvernements Bush junior, eh bien, la ligne rouge augmente d'une manière phénoménale. Et donc, si la dette des ménages est à 100%, ça veut dire que les ménages ont déjà consommé l'année en cours la production qui devra être faite l'année suivante. C'est ça que ça veut dire. Alors, revenons à nos petits schémas. Donc ici, on voit donc qu'il y a une surproduction qui est faite. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Eh bien, grosso modo, ils ont augmenté donc leur consommation. Donc c'est le graphique, pas le dernier, mais le précédent que j'ai montré. Alors comment est-ce qu'ils ont pu alimenter cette consommation? La banque ne vous prête pas comme ça généreusement l'argent. Vous devez donner des garanties. Les garanties pour les ménages américains, ce sont les actifs financiers, donc les titres, les actions, ou éventuellement les immobiliers, donc c'est-à-dire une maison, etc., qui forment la garantie pour l'emprunt. Et dans le mécanisme américain, ces actifs financiers et immobiliers vont être poussés à la hausse grâce au mécanisme de spéculation. C'est-à-dire qu'en développant la spéculation sur ces marchés-là, on va faire effectivement monter progressivement ces actifs-là, puisque la spéculation, en général, joue d'abord sur la hausse. Hein. Donc, les plus grandes sociétés spéculatrices jouent d'abord pour savoir quelles sont les entreprises qui vont d'abord monter. Et donc, c'est elles qui vont, à ce moment-là, pousser à la hausse et vont créer progressivement ce qu'on appelle des bulles financières ou des bulles immobilières. Mais donc, ça, c'est la situation des États-Unis depuis 1980, qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas la résolution traditionnelle de la destruction des forces productives. C'est tout à fait. Donc, c'est pas voulu. Hein, donc, je le fais. Mais probablement que c'est vu les performances des cyclistes espagnols en général en montagne. Donc, mais c'est surtout que je vais vous montrer. L'ascension ici, c'est celle du Mont Ventoux, qui est une ascension dans le Tour de France extrêmement célèbre. C'est ça que j'ai voulu surtout montrer. Donc ici, on sait très bien qu'il y a eu du dopage, hein, donc c'est tout à fait officiel. Mais donc en fait, le fait qu'on finance par du crédit, de la spéculation, de l'endettement, etc., c'est la forme de dopage qu'on met au niveau économique. Alors le problème aussi, c'est que évidemment, on développe la spéculation. Donc la spéculation, on sait bien que ça va jouer et ça va créer ce qu'on appelle des bulles, parce que évidemment. La spéculation fait monter les valeurs boursières. Donc, les spéculateurs vont trouver d'ailleurs qu'il faut encore augmenter de plus en plus ces valeurs, hein, puisqu'ils jouent sur la différence de prix. Et donc, on va créer à un moment donné des bulles au niveau des marchés financiers et puis progressivement sur le marché immobilier. Et évidemment, à ce moment-là, à un moment donné, ces bulles éclatent parce qu'elles ne correspondent plus du tout à la réalité de l'économie. Alors ça, c'est un graphique qui ne se trouve pas dans le livre, mais que j'ai trouvé, que j'ai calculé par la suite. Le graphique montre en fait l'évolution et l'augmentation annuelle des actifs financiers par rapport aux actifs immobiliers. Et donc, il faut savoir qu'un ménage, normalement, a soit des actifs financiers, soit des actifs immobiliers, ou bien éventuellement les deux. Donc ça, ce sont les deux types d'actifs en général que les ménages possèdent. Or, jusqu'en 2000, on voit très bien que c'est les actifs financiers qui croissent de manière de plus en plus importante. Et à ce moment-là, va se dérouler le crack qu'on appelle des valeurs technologiques, le crack du Nasdaq, qui va faire effondrer les valeurs financières. Et donc, on voyait bien qu'on était en création de bulles, hein, parce que vous avez ici, pour 1999, une croissance de pratiquement 50% des actifs financiers. C'est-à-dire que si les actifs financiers étaient à 100, l'année suivante, elle passe à 150. Vous comprenez évidemment bien qu'en termes réels, il n'y a pas cette augmentation. Hein, donc, vous avez une bulle.
elle s'effondre. Moi, personnellement, à ce moment-là, je pensais qu'on était vraiment parti pour une crise importante, mais je n'avais pas prévu que le président ou le responsable, je ne sais plus s'il est vraiment président, mais ou directeur général, je ne connais pas son titre exact, de la Banque centrale américaine, donc de la Federal Reserve, va avoir une politique monétaire extrêmement agressive. Donc normalement, les taux d'intérêt directeurs de cette institution étaient à peu près à 6%. Il va les abaisser de manière très rapide à 1% et il va les maintenir à 1% de manière prolongée. Alors l'effet que ça va avoir, c'est que pendant que la ligne rose s'effondre, la ligne blanche qui représente les actifs immobiliers, elle va augmenter. Et donc les avoirs des Américains vont avoir, puisqu'ils ont des actifs immobiliers et des actifs financiers, pendant que les actifs financiers diminuent, les actifs immobiliers montent, et donc ça va compenser la baisse. Et donc le mécanisme de la hausse des actifs financiers et immobiliers vont continuer à soutenir l'endettement des ménages, et l'endettement des ménages, la consommation supplémentaire pour absorber la surproduction. Le problème, c'est que alors on va mettre la spéculation sur le marché immobilier. Et donc le marché immobilier, la première chose qu'ils vont essayer de convaincre, c'est les Américains d'acheter leur propre maison. Et donc on va atteindre à un moment donné, en 2004, le palier le plus élevé. Alors évidemment, ça dépend de pays à pays. Hein. Donc je sais bien qu'en Espagne, je crois qu'on est assez haut. Je crois qu'on est de l'ordre de 78% de propriétaires, quelque chose comme ça, de leur propre maison. Mais aux États-Unis, on ne pouvait pas aller au-delà de 69%. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont enclencher le mécanisme des subprimes, c'est-à-dire que ne pouvant plus augmenter le nombre de propriétaires, entre guillemets, normaux, des gens qui pouvaient justifier des revenus et des avoirs pour pouvoir payer les rentes sur les prêts hypothécaires, eh bien, ils vont aller chercher ce qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de revenus ou peu de revenus, pas d'actifs, etc., pour pouvoir les inclure là-dedans. Alors, ça montre ce qui se passe après la deuxième ligne pointillée bleue que j'ai mise. C'est qu'à ce moment-là, le marché immobilier s'effondre, les actifs financiers immobiliers s'effondrent, mais les actifs financiers s'effondrent aussi. Et donc, ça va faire effondrer tout le système. Et donc, on a de nouveau mon petit schéma. Donc, je le remets là où je l'avais arrêté, avec l'endettement, les actifs financiers, etc. Et le mécanisme de causalité entre les différents effets, c'est que la spéculation s'effondrant va en fait annihiler tout le reste. Et donc c'est ça qui se passe. Et donc on revient, et qu'est-ce qu'on fait avec ces capacités supplémentaires qui ne peut plus trouver de marché dans la consommation des ménages américains, puisqu'ils doivent éliminer leurs dettes, ils sont face à des baisses d'actifs, etc. Ça explique en fait la gravité de la crise actuelle. Et donc je vais essayer d'aborder de manière un peu plus rapide la crise de la zone euro, parce que en fait, donc normalement la crise de la zone euro est un dérivé de cette crise importante qui est menée au niveau international et qui a démarré de fait aux États-Unis et pas en Europe. Alors ce que je suis absolument sidéré, c'est de voir le peu de critiques que la Commission européenne, enfin à part la population évidemment qui comprend bien que la Commission européenne propose des plans d'austérité et que c'est elle qui doit en subir les effets, mais sur le plan simplement des faits, de l'analyse, etc., qu'il y a aussi peu de critiques de la part, par exemple, des médias. Donc, dans le genre de bêtises qu'ils ont racontées, la première, c'était qu'il n'y avait pas de crise. La seconde, c'est qu'il y avait une crise uniquement aux États-Unis, mais que l'affaire était totalement découplée et que donc elle n'arriverait pas en Europe. Et la troisième, c'est de dire que grâce à l'euro, eh bien, l'Europe était protégée. Et donc,
disons la quatrième, hein, il y en a eu plein d'autres, c'est de dire qu'en fait, le problème des pays européens, c'est tout simplement qu'il y avait des mauvais pays avant la crise qui étaient fortement endettés et que, évidemment, avec la crise, tout ça a été aggravé. Et probablement que la cinquième, ce sera de dire, puisque maintenant on a mis des paquets financiers à disposition des États, on n'aura plus de problème. Ça, c'est un petit peu ce que quelqu'un que vous connaissez un petit peu mieux a dit, grosso modo. Hein, donc je pense qu'ici, il dit, parce que vous connaissez mieux l'espagnol que moi, donc vous pouvez suivre beaucoup mieux ce qu'il dit, mais il dit grosso modo que ça va s'améliorer. Alors le problème de la zone euro qui s'est ajouté à la crise, tout simplement qu'en fait il y a eu quelque chose qui était tout à fait irréalisable au départ. Ils ont essayé de créer une zone monétaire sans y mettre les conditions, même simplement d'un point de vue purement économique. Hein, donc je ne parle même pas des conditions sociales, etc. Donc il n'y avait pas de direction véritablement. L'inégalité dans les différentes régions était assez grande et n'était pas absorbée. Hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un processus de convergence des différentes régions qui participaient à la zone euro. On a mis une seule politique monétaire, ce qui est logique parce que, évidemment, puisqu'on n'a plus qu'une monnaie, donc il n'y a plus qu'une seule politique monétaire. Et donc, la politique a été menée pour avoir un euro stable. Donc, c'est-à-dire, pour avoir un euro stable, il faut un euro fort. Et en plus, l'Allemagne a commencé à avoir une politique extrêmement agressive en matière de compétitivité. Et ils ont commencé à abaisser les salaires chez eux, et donc poussent évidemment les autres pays à faire la même chose. Alors, quand on construit une zone monétaire, normalement, il y a toute une série de conditions qu'il faut avoir. En principe, on fait ça avec des zones économiques qui sont relativement similaires, ou alors, il faut introduire un processus de convergence. Et donc ça, on n'a pas fait du tout, et on n'est pas encore du tout occupé à le faire. Donc c'est ça que moi je crains, que de toute façon, on est parti pour pratiquement l'éclatement de la zone, parce qu'elle ne peut plus tenir longtemps dans la situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la place? Donc, l'Allemagne a imposé des critères budgétaires qui sont... bon, il y en avait 5, mais donc les plus importants, qui sont d'ailleurs toujours d'application, c'est que la dette publique ne peut pas dépasser 60% et le déficit budgétaire ne peut pas dépasser 3%. Je pense personnellement que l'Allemagne pensait qu'avec ces critères-là, elle allait éliminer d'office l'Europe du Sud. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, pour l'instant, on est à 17, bientôt 18 pays de la zone euro. Alors, dans l'analyse de la crise actuelle, moi, j'ai pris l'exemple de l'Espagne parce que, pas simplement, donc c'est même pas que parce que je viens ici en Espagne que je le présente, c'est tout simplement parce que l'Espagne est l'exemple directement contraire à ce que les Européens ont raconté en matière d'explication de la crise. Donc elle est rentrée en 85, mais à partir de 95, on peut dire que jusqu'à 2008 à peu près, que le pays est un exemple, un modèle dans la construction européenne. Et il est célébré de cette manière-là, d'ailleurs, par les autorités européennes. Donc il n'y a aucun autre pays, donc proportionnellement, il y a juste l'Irlande, qui a fait aussi bien en matière de création d'emplois entre 1995 et 2007. Ils ont réussi à... vous aviez, en tant que pays, hein, un taux de chômage qui était supérieur à 20% au début des années 90. Vous avez réussi à 8%. Et donc je signale aussi que le PIB était pratiquement croissait beaucoup plus rapidement que celui de la zone euro en moyenne. Le problème, c'est que ce développement a été divisé en deux pratiquement entre les années 90 et après ça les années 2000. Donc dans les années 90, il y a eu un développement de fait de l'industrie aidé de cette manière-là, essentiellement par du capital étranger, mais aussi par du capital espagnol, qui a permis une véritable industrialisation. Donc l'industrie automobile, c'est une des raisons pour laquelle je m'attarde souvent dans ce secteur-là. Il génère beaucoup d'activités
en amont. Parce que pour pouvoir produire une voiture, c'est à peu près 10 000 pièces différentes qui sont assemblées. Et donc, il faut fabriquer ces 10 000 pièces avec dans l'industrie sidérurgique, dans l'industrie du plastique, dans l'électronique, etc. En 2000 va se passer, ou 2000, 2001, ce n'est pas un problème de date précise, mais il va y avoir un changement parce qu'à ce moment-là, les pays de l'Est vont effectivement avoir la volonté, ils vont effectivement aussi le réaliser, de rentrer dans l'Union européenne. Et donc à ce moment-là, le capital étranger va commencer à s'intéresser beaucoup plus à ces pays de l'Est qui disposent de conditions sociales encore meilleures que celles qu'ils pouvaient avoir en Europe du Sud. Et en plus, ils ont généralement une main-d'œuvre formée parce que cette main-d'œuvre, elle était éduquée même si on peut critiquer le socialisme qu'il y avait encore à ce moment-là, il y avait quand même une éducation qui était faite de la main-d'œuvre. Donc, ça veut dire que c'était des gens qui avaient des capacités en matière mécanique et électronique. Et donc, évidemment, pour l'investissement étranger, c'était beaucoup plus intéressant. Donc, pour pouvoir continuer la progression qu'on avait dans les années 90, eh bien, les pays du Sud, en particulier l'Espagne aussi, a dû se tourner vers un autre modèle de développement, de manière, enfin, c'est pas nécessairement quelque chose qui a été pensé, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui s'est réalisé, et donc de se tourner davantage vers le secteur financier, le secteur immobilier, celui qui prête pour acheter des maisons, pour construire des hôtels. Et avec cela, un développement du tourisme encore beaucoup plus accéléré, on va créer un autre cercle de développement, qui se passe d'ailleurs pas simplement en Espagne, hein, donc on voit se propager ça également dans les autres pays du Sud. Et donc on va créer, évidemment à une échelle beaucoup plus moindre, un petit peu le même mécanisme qui s'est passé aux États-Unis. Alors quelques graphiques qui montrent un peu ce que j'ai avancé. Le premier, c'est donc la production automobile. On voit très bien qu'il y a un développement pratiquement continu. Donc, chaque fois, il y a évidemment des crises qui se passent. Et donc, il y a un petit arrêt dans la progression. Mais jusqu'en 2000, pratiquement, il y a une progression de la production automobile espagnole. Et on peut la voir également dans d'autres pays du Sud, en particulier au Portugal, où effectivement, dans un pays où il n'y avait pratiquement pas d'usine automobile du tout, on va créer progressivement quelques usines importantes. Alors, entre 2000 et 2007, on voit qu'il y a une stagnation, c'est-à-dire qu'on n'augmente plus la production automobile, elle baisse légèrement, et à partir de 2007, c'est véritablement un effondrement, donc la production est occupée à chuter. Mais si on prend les autres pays du Sud, c'est encore pire, hein. Donc, même dans ce cas-ci, la situation espagnole est probablement la meilleure du Sud. Au Portugal, on a véritablement fermé des usines. Mais si on veut continuer de la croissance, eh bien, il fallait mettre l'accent sur... Et donc, à partir de 1996, on voit très bien que l'Allemagne, ça régresse. Et donc, on atteint un seuil à peu près de 6% sur lequel on reste stable. En revanche, en Espagne, pardon, la population dans la construction augmente très fortement jusqu'au moment où éclate la crise en 2007. Et là, ça s'effondre à une vitesse phénoménale. Alors ça, c'est le taux de chômage. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au début, dans les années 90, le taux de chômage était à un niveau extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que la moyenne européenne, qui est en bleu. Et puis, donc, il y a eu cette création d'emplois assez active qui a permis que l'Espagne revienne à peu près à la moyenne européenne. Et puis, à partir de 2007, c'est de nouveau l'écart. Et donc, aujourd'hui, l'Espagne fait une bataille pratiquement au coude à coude, qui est de manière pas très... c'est pas très glorieux, mais en tous les cas, c'est une bataille au coude à coude avec la Grèce pour savoir quel est le pays qui va avoir le taux de chômage le plus élevé. Donc, ils sont tous les deux à peu près à 27%. Ce qui est intéressant au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs, entre parenthèses, je fais ici une petite aparté, c'est que l'Union européenne développe l'idée qu'il faut absolument développer, enfin qu'il faut promouvoir la flexibilité du travail, etc.
Mais donc, on voit l'effet de la flexibilité parce que la manière et la vitesse à laquelle, effectivement, les employeurs espagnols ont pu se débarrasser de leur main-d'œuvre est absolument incroyable, hein, puisque pratiquement en 3 ans, ils ont quasiment triplé leur taux de chômage. Donc ça, c'est vraiment la politique européenne dans son cœur, quoi. Alors ça, c'est un autre aspect très important de la dégradation de la situation espagnole, c'est la dégradation de la balance commerciale. Et je l'ai présenté aussi en parallèle avec celle des autres pays du Sud, où vous voyez très bien qu'à part l'Italie, mais on voyait bien que l'Italie, la situation se dégrade aussi, mais les autres pays ont en fait des niveaux de balance commerciale, de déficits commerciaux extrêmement importants, qui se situent juste avant la crise à peu près à 10% pour l'Espagne, à peu près à 15% pour le Portugal, et on n'est pas loin des 20% pour la Grèce. Alors, l'avantage de la monnaie unique, c'est qu'on ne doit pas résoudre le problème comme tel, puisque normalement c'est une monnaie unique, et donc la balance pour la monnaie de l'euro, c'est l'ensemble de la zone euro. Donc l'Espagne ne doit pas absolument trouver les 10% là pour égaliser son déficit commercial. Mais le déficit commercial veut dire globalement que, par exemple, dans le cas de l'Espagne, si la balance commerciale est de 10% déficitaire, ça veut dire que l'Espagne consomme 10% de plus qu'elle ne produit. Alors normalement, par exemple, si on prend le cas américain, ça ne pose pas de problème parce que éventuellement l'État central ou n'importe quoi va équilibrer le déficit. Et donc ici en Europe, il n'y a pas ce processus-là. Donc ça veut dire que si l'Espagne se retrouve avec 10% de production ou d'activité, hein, c'est d'activité économique en trop peu, eh bien les autres pays ne vont pas fournir les fonds nécessaires pour équilibrer cette situation. Donc, ce qui est un peu absurde parce que, je vais le montrer probablement avec un autre graphique, mais l'Allemagne profite évidemment du déficit commercial parce que le déficit commercial espagnol, c'est en partie, pas totalement, mais en partie, un excédent commercial allemand. Et donc, ce mécanisme va être à la base de la dégradation espagnole. Alors, pardon. Très important aussi, surtout par rapport aux déclarations des responsables européens qui disaient que donc, le problème, c'était qu'il y avait des pays qui avaient une dette publique trop importante au départ et que donc la crise avait aggravé cette situation-là. Vous voyez la ligne rouge, l'Espagne en 1990, dans les années 90 était légèrement au-dessus de ce qui était permis par le seuil européen, mais au bout d'un certain temps, ils étaient largement en dessous du seuil. Et au moment où la crise éclate, d'ailleurs, ils étaient pratiquement à 35% du produit intérieur brut, c'est-à-dire une situation que même la France et l'Allemagne n'avaient pas. En revanche, vous regardez les deux autres courbes, la verte et la bleue, qui représentent les entreprises et les ménages. Là, vous voyez une augmentation à partir de 96, qui est pratiquement aussi phénoménale que celle que vous avez pu voir pour les États-Unis. Donc, en fait, on est dans une situation pratiquement similaire à celle des États-Unis. Donc, à un moment donné, la crise va éclater. Et donc, elle va avoir des répercussions, évidemment, sur le marché immobilier espagnol et va affecter à ce moment-là la situation des banques en Espagne. Mais donc, tout va tomber. Mais l'aspect le plus important va être finalement cet aspect de déficit commercial parce que ça veut dire qu'on a un manque d'activité qui est développé en Espagne par rapport à sa situation économique. Et c'est ce manque d'activité qui va engendrer la crise des finances publiques. Donc de nouveau ici, j'ai remis les graphiques au niveau de ce qui était exigé par l'Union européenne. Donc la ligne rouge, vous pouvez la comparer avec votre droite. Vous voyez très bien que normalement la ligne pointillée rouge indique le seuil à ne pas dépasser. Donc en 2007, l'Espagne est pratiquement à 35% du PIB, donc on est largement en dessous de la ligne pointillée du seuil de 60%. Et la ligne bleue indique le déficit budgétaire. Et là, donc de nouveau, j'ai mis en mauve
les 3% qui ne doivent pas être dépassés de par les règles européennes. Et vous voyez, à ce moment-là, donc 2006-2007, on n'est pas en déficit budgétaire, on est en excédent budgétaire. Et donc, on est dans une situation mais ultra favorable parce que les seuls pays qui ont peut-être une situation aussi avantageuse, c'est l'Irlande, qui va se dégrader aussi vite que l'Espagne d'ailleurs, et le Luxembourg, hein, donc qui est évidemment un pays. Si la chute des deux flèches, que ce soit, enfin, c'est une chute, hein, puisque la montée de la flèche rouge, c'est une dégradation, mais la vitesse à laquelle ça se passe. Donc, vous voyez que vous êtes dans une situation mais vraiment exemplaire, et subitement, avec la crise, c'est tout le bazar qui s'effondre, qui part en ce qu'on appelle en français en vrille, je ne sais pas si c'est traduisible en espagnol, mais ça part en... évidemment, la déficit budgétaire va être payé par la dette. Et donc, si le déficit budgétaire, qui était au départ en excédent, s'effondre, et alors va atteindre pratiquement 11% du produit intérieur brut, eh bien, il faut trouver 11% du produit intérieur brut pour pouvoir le payer. Et donc, ça se fait par la dette. Et donc, la dette publique, alors, à ce moment-là, augmente. C'est ce que montre le graphique ici. Alors, ça, c'est l'explication par poste où se trouve le retournement du budget espagnol. Et donc, c'est essentiellement entre 2007 et 2010 que j'ai pris les chiffres pour montrer quels sont les grands postes qui ont effectivement, qui expliquent en fait la dégradation aussi rapide de ce déficit. Et donc, ce qui est important de montrer, c'est que ça vient essentiellement, de manière beaucoup plus élevée que pour les autres pays européens, de la baisse des recettes fiscales. Et donc la recette fiscale baisse parce qu'il y a un manque d'activité. C'est le manque d'activité qui fait en sorte que les recettes fiscales baissent de manière aussi forte. Bon, pour expliquer grosso modo, hein, vous avez donc dans le déficit budgétaire, vous avez la colonne recettes, vous avez la colonne dépenses. Donc, vous avez trois facteurs les plus importants de dégradation. C'est un, que vos recettes diminuent. Deuxième chose, c'est que vos dépenses, mais donc normalement, il y a toute une série de dépenses de l'État qui sont pratiquement, comment on appelle, récurrents. C'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner l'État, vous avez besoin de payer les salaires, vous avez besoin de toute une série de matériel. Et donc, au moment où la crise éclate, vous n'arrêtez pas de payer les salaires ou vous n'arrêtez pas d'acheter du matériel. Donc, il y a des dépenses qui continuent. Donc, ça, c'est le paquet rouge, la portion de tarte rouge. Et puis, troisième facteur, ce sont les dépenses sociales, puisque, évidemment, à ce moment-là, il y a des gens qui se retrouvent licenciés et que donc, il faut payer les allocations de chômage. Si vous comparez ce graphique-là, je ne l'ai pas mis ici, mais avec des autres pays européens, eh bien, vous aurez une proportion beaucoup plus faible de diminution des recettes fiscales et une proportion en général plus grande de dépenses sociales. Donc, par exemple, si vous prenez l'Allemagne ou la Belgique, eh bien, vous aurez plus de 25% consacrés à une augmentation des dépenses sociales. Et vous aurez pratiquement, je ne sais pas, entre 25 et 30% pour la diminution des recettes fiscales. Donc, en fait, la crise arrive au niveau espagnol. Elle est également extrêmement importante au niveau des pays, des autres pays du Sud, de l'Irlande, mais aussi des pays de l'Est. Et ce qui est très important et qui est occupé à se passer aujourd'hui, c'est que ça a des conséquences sur l'ensemble de la zone euro, parce que, évidemment, les pays du Sud, les pays de l'Est, les îles britanniques qui sont les plus touchés, sont occupés à diminuer leur consommation. Mais la consommation, elle est faite par une production qui se fait éventuellement dans toute l'Europe. Et donc, si on diminue la proportion de maisons qu'on achète, qu'on fait construire, ou d'automobiles, qui sont en général les deux secteurs qui sont évidemment les premiers touchés, parce qu'un ménage qui voit ses revenus diminuer, c'est la première chose qu'il va arrêter. Donc, s'il a une voiture de 8 ans, il se dit « je vais pouvoir la remplacer », il se dit j'ai mes revenus qui sont un petit peu, compressés. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore attendre 2 ans, ma voiture roule. Donc,
Donc pour vous donner une idée, en Belgique, donc le pays d'où je viens, on est occupé à fermer progressivement pratiquement toutes les usines sidérurgiques et progressivement toutes les usines automobiles. Donc dans les années 90, la Belgique s'enorgueillissait d'être le pays qui assemblait le plus de voitures par personne dans le monde. Donc on assemblait plus d'1 million de véhicules. Donc le titre est maintenant repris par la Slovaquie. C'est eux qui produisent le plus de voitures. Et je crois qu'on va bientôt arriver à la situation où on va produire maximum 400 000 voitures par an en Belgique. Et les 2 usines qui restent ne sont pas sûres de rester. Donc vous regardez ici, ce sont l'évolution du PIB trimestriel réel des pays les plus affectés par la crise avec la moyenne européenne. Alors la première chose que vous devez repérer dans ce magma de courbes, c'est la courbe mauve, parce que celle-là représente la moyenne de la zone euro. Et donc vous voyez qu'elle est affectée par la crise comme n'importe quelle région, quel pays. Il y a un petit redressement entre 2000 et 2010, mais à partir de 2011, vous voyez qu'elle est occupée de nouveau à baisser. Et la situation est bien pire encore pour la ligne rouge du Portugal et pour la ligne bleue, la ligne jaune de l'Espagne et la ligne Grèce. On n'ose même plus calculer l'état, donc pour l'instant, on n'ose même plus mettre les statistiques. Alors ça, c'est donc la fameuse courbe des ventes automobiles en Europe. Et donc vous voyez très bien que depuis 1998, on est dans une stagnation, mais depuis 2007, c'est véritablement une chute. Et donc, ce qui est intéressant de voir la dégradation du marché automobile, eh bien, vous allez voir très nettement que ce sont les pays du Sud, les pays de l'Est, et entre la dégradation et les plans d'austérité qui sont menés dans les pays les plus affectés par la crise, qui sont plus dramatiques, beaucoup plus drastiques que ceux qui sont menés dans le pays du centre. Mais l'effet, c'est qu'on est occupé à fermer les usines dans les pays du centre, qui en fait approvisionnaient partiellement les pays qui sont touchés par la crise. Et donc venant de Belgique, je pense que ça montre très clairement le lien qu'il y a entre les plans d'austérité que subissent les travailleurs dans les pays du Sud et la situation des travailleurs dans l'industrie, éventuellement dans les pays du centre européen. Et donc normalement, ils ont effectivement les mêmes adversaires et ils sont tout en temps victimes des plans d'austérité qui sont menés un peu partout en Europe. Donc il y a une solidarité normalement qui devrait être mise en place à ce niveau-là. Alors le mécanisme, on peut le présenter de cette manière-là. On voit bien qu'on est dans une spirale, ce qu'on appelle une spirale économiquement, une spirale déflatoire, c'est-à-dire une spirale vers le bas. Donc il y a la crise qui affecte les activités et la demande générale en Europe. Ceci va dégrader les recettes fiscales, et donc les recettes fiscales vont baisser. La baisse des recettes fiscales va accentuer le déficit budgétaire. À ce moment-là, la Commission européenne se réveille et dit « Oh là, il y a un déficit budgétaire qui est au-delà des 3%, et donc normalement, ce n'est pas permis. » Et le gouvernement allemand va rajouter encore une couche avec en général les Pays-Bas et la Finlande qui sont en général les plus agressifs. L'Autriche aussi est assez agressive pour dire qu'effectivement, ce n'est pas possible de laisser des déficits budgétaires de cette manière-là. Et donc, il faut un plan d'austérité. Donc, le TSCG, je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol, c'est le fameux traité récent de stabilité, de coopération et de gouvernance qui impose que normalement, on ne doit même plus accepter des déficits de 3%, mais des déficits structurels de 0,5%. Sur le déficit structurel. Ça veut dire, en fait, le déficit hors événement exceptionnel. Alors, le plan d'austérité, évidemment, va de nouveau abaisser la demande. Et donc, on est dans un cercle... Parce que je pense que, mieux encore qu'en Belgique, vous savez ce que ça veut dire, plan d'austérité. Donc, c'est suppression du nombre de fonctionnaires, c'est diminution des pensions, c'est diminution des allocations de chômage, etc. Donc, c'est bien des choses qui vont affecter la demande, puisque ce sont des salariés qui vont recevoir moins de salaire.
Et ce phénomène-là est encore accentué, comme je l'ai expliqué dans le cas de l'automobile, parce que les plans d'austérité développent la crise dans la zone euro, et la crise dans la zone euro accentue encore plus la baisse de la demande et des activités. Et donc ça, c'est le mécanisme qui est mis en place actuellement au niveau européen et qui est critiqué. Ça empêche les exportations brésiliennes en Europe. Et le FMI vient de déposer maintenant, je ne l'ai pas lu, mais un rapport qui explique que la situation des plans d'austérité en Grèce a dégradé la situation au lieu de l'améliorer. Et évidemment, le problème, pour l'instant, se situe essentiellement au niveau de l'Allemagne. Je sais bien, j'ai dit que les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande sont aussi extrêmement agressifs, mais bon, l'Allemagne pèse beaucoup plus que les trois autres ensemble. Et donc l'Allemagne veut imposer une seule politique, c'est la compétitivité, la politique de la compétitivité. Donc ça veut dire que tous les pays doivent en fait suivre ce modèle-là, ce qui a pour conséquence que normalement ces pays-là doivent être exportateurs. Le problème, c'est qu'au niveau international, si un pays exporte plus qu'il n'importe, il faut qu'il y ait un pays de l'autre côté qui importe plus qu'il n'exporte. Donc ça veut dire que cette politique, ou bien elle est occupée à faire éclater l'Union européenne, ce qui est tout à fait, bon, pour l'instant je pense que c'est ça qui est entre autres occupé à se passer, mais même si elle était adoptée de manière générale et réalisée de manière générale par les pays européens, elle poserait un problème au niveau international. Et donc, pour l'instant, c'est occupé à plutôt faire sauter l'Europe parce que, évidemment, l'Allemagne peut exporter parce qu'elle a des produits comme des machines mécaniques, de la chimie, que pratiquement personne d'autre dans le monde ont. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir cette machine-là, ben, vous devez acheter allemand. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes grec, votre principal produit d'exportation, c'est l'olive. Si jamais l'olive devient trop chère, qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous prenez de l'olive, ben je suppose qu'il doit y en avoir aussi en Espagne, donc vous mangez de l'olive espagnole. Mais bon, même si l'olive espagnole augmentait, à un moment donné, vous dites, je me passe d'olive. Et donc on est à peu près dans cette situation-là qui est assez... qui est extrêmement fragile et qui peut exploser à tout moment. Donc ici, on a la balance commerciale allemande, où on voit très bien la politique allemande qui était menée. Le bleu, ça montre les exportations nettes qu'ils ont réussi à avoir au niveau de l'Union européenne. Et la blanche, c'est à l'extérieur de l'Union européenne. Alors on voit très bien que depuis les années 90, au moment où il y a eu la crise asiatique d'ailleurs, la progression de la ligne bleue est extrêmement importante, ça qui montre bien que en fait, l'Allemagne a profité de déficits commerciaux dans les pays du Sud. Hein. Donc il a vraiment eu de l'activité supplémentaire allemande. Donc ce serait assez logique que sur cette base-là, les pays du Sud réclament plus de solidarité au niveau allemand. Mais vous voyez qu'évidemment, avec la crise de la zone euro, cette possibilité-là de développement est bloquée. Et qu'est-ce que fait l'Allemagne pour l'instant? C'est d'essayer de compenser à l'extérieur de l'Union européenne les parts de marché ou l'exportation nette qu'elle ne sait plus faire à l'intérieur de la zone euro. Donc ça, c'est à peu près la situation dans laquelle on est. Et donc, moi, je prévois plus ou moins une crise importante au niveau aussi à l'intérieur même de la création de l'union monétaire. Alors, je ne vais pas m'attarder très fortement sur les conclusions parce que je pense que j'ai déjà parlé suffisamment et que je vous êtes bien gentil de rester comme ça pour cette présentation. Donc, j'ai déjà montré que le capitalisme, c'était la crise, qu'actuellement, on est face dans une situation qui est nouvelle, et que je pense qu'au niveau syndical, par exemple, je crois qu'on n'a pas encore bien réalisé qu'on est dans une situation tout à fait nouvelle, qu'on n'est plus dans la situation comme avant, on pouvait éventuellement réclamer quelques avantages par rapport à la situation. On est dans des situations où tout peut être chamboulé assez rapidement, donc que ce soit à l'intérieur de la zone euro, à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi au niveau mondial, parce qu'il y a des équilibres qui sont extrêmement fragiles, où il ne faut pas grand-chose pour qu'ils ne sautent. Et donc, on doit arriver à
essayer de trouver des solutions qui permettent d'abord au niveau du pouvoir d'achat, de la garantie des travailleurs qu'ils gardent leur rémunération, leur potentiel pour qu'ils puissent continuer quand même à vivre, d'un côté, qui est à mon avis le premier point le plus immédiat qu'on doit défendre, que la crise a été imposée par le système capitaliste et par les capitalistes qui en ont profité, et que donc ce n'est pas aux travailleurs de la payer, d'un côté, mais de l'autre côté, on voit bien qu'elle pose clairement la question de la société dans laquelle on vit, et qu'effectivement, sur ce plan-là, on doit arriver à trouver des solutions alternatives à ce système capitaliste qui engendre la crise. Donc moi, je suis pour la simplification du système financier. Au niveau fiscal, je suis certainement pour le fait qu'il y ait une taxation sur le capital, ou sur le patrimoine, si on veut. Donc ça, c'est une manière de faire payer les capitalistes et en principe les plus riches à la crise actuelle. Donc, par exemple, ça permettrait de résoudre une partie des dettes publiques importantes. Donc ça, ce sont des solutions qui effectivement peuvent être avancées et qui, à mon avis, pourraient être tout à fait populaires dans la plupart des pays européens parce que la situation est globalement similaire dans tous les pays européens. Et l'État peut effectivement être un agent pour pouvoir développer ses activités, là, pour pouvoir effectivement que les gens aient de l'emploi, etc. Et puis, il y a toute une série de manquements sociaux évidents qui ne sont pas remplis et que donc, à mon avis, qui pourront être seulement remplis par des services publics. Et donc ici, je n'ai pas encore parlé de changer de système, hein, donc je dis simplement que dans la situation actuelle, on peut déjà le faire. Mais de manière générale, je ne pense pas que ça va résoudre la crise. Ça va d'abord stabiliser la situation des gens, c'est pour ça que je suis tout pour le faire. Donc fournir des services publics de manière généralisée, c'est pouvoir les rendre accessibles aux gens. Donc ça veut dire que ça permet aux gens de pouvoir se déplacer, communiquer et avoir toute une série de services. Et dans mon explication de la crise, il y a deux éléments que j'ai soulignés. C'est la répartition inégale des revenus, d'abord. Et deuxièmement, la décision sur les investissements productifs. Alors, la première peut être encore éventuellement résolue en partie par des mesures keynésiennes dans le système capitaliste. Donc on a vu ça après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le rapport de force à ce moment-là était favorable pour les travailleurs. Il y avait un camp socialiste, par exemple, qui était extrêmement fort et actif. Et donc à ce moment-là, on a mis toute une série de mesures en place que le capitaliste, spontanément, n'aurait pas mis. Je peux en citer rapidement 4. Il y en a un qui est la sécurité sociale, la base. Des niveaux d'imposition extrêmement élevés sur les revenus et progressifs. Troisièmement, ils ont mis en place des entreprises publiques, des services publics, y compris des systèmes de planification qui n'étaient pas identiques à ceux des pays socialistes. Et quatrièmement, il y a une reconnaissance des organisations syndicales, donc l'intégration de ces organisations syndicales dans les négociations collectives pour stabiliser la situation des travailleurs. Mais donc ces 4 éléments qui ont été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale sont occupés à on essaye de les faire sauter. Donc ces 4 éléments ont permis qu'effectivement, pendant la période à peu près de 50 à 80, bien, la part des salaires n'a pas fondamentalement baissé dans le revenu national. Donc ça veut dire que grâce à la lutte de classe, on peut effectivement obtenir cet élément-là, mais ça veut dire qu'il faut la lutte de classe pratiquement permanente pour pouvoir maintenir le système. Et donc donc le système disparaît dès que la lutte de classe est moins forte. Le deuxième aspect, par contre, lui, il est impossible à régler. C'est un droit
de la propriété privée et donc un droit du capitaliste de pouvoir décider ce qu'il fait avec ses investissements. Et donc là, ça appelle effectivement à changer de système et d'avoir une propriété publique où les gens peuvent effectivement avoir leur mot à dire sur les décisions de manière générale des investissements. Donc d'un côté, il y a ça, et deuxième chose, c'est d'avoir un système de planification qui permet de dire que si effectivement on a besoin d'une usine automobile, eh bien on construit une usine automobile et pas 5. Donc le bilan qu'on peut faire, qu'on ne fait pas malheureusement assez de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, en particulier en Union soviétique, c'est que la planification n'a pas été un échec. Donc au niveau économique, l'économie de l'Union soviétique n'a pas été un échec du tout. C'est un pays qui était un pays agraire principalement. Elle est devenue la deuxième économie industrielle du monde. Donc, sur le plan, donc il faut arrêter d'accepter la critique libérale de dire que ça a été un échec économique. C'est faux. Ça, c'est faux. Le reste, on peut encore discuter, mais ça, c'est faux. Et aujourd'hui, on chante les vertus de la petite entreprise, mais en réalité, c'est la grosse entreprise qui domine, y compris la petite. Et la grande entreprise, elle planifie. Et donc aujourd'hui, on n'est pas face à un marché d'un côté et une planification de l'autre. On est essentiellement face à une planification qui est décidée de manière privée par quelques actionnaires et grands propriétaires ou dirigeants des grosses entreprises. Ou bien on a une planification publique où tout le monde peut participer et où effectivement on peut dire que l'ensemble de la société a besoin de ça et ça et ça. Et dans ces discussions-là, on peut préciser, voilà, on a des besoins sociaux qui ne sont pas remplis, que les gens ne savent pas payer, eh bien on doit les remplir quand même. Actuellement, la planification privée, évidemment, ne va regarder que ce qu'on appelle la demande solvable, donc des gens qui peuvent payer, et donc éventuellement, il y a des gens qui peuvent s'acheter de l'eau de manière très chère, et donc actuellement, au niveau mondial, on prive des populations entières de l'eau qu'ils ont chez eux pour approvisionner des populations très riches dans certains endroits. Et dernier mot que je peux dire sur ma réponse, c'est les problèmes écologiques. Les problèmes écologiques sont, je pense, en majorité des problèmes essentiellement de planification. Donc, d'abord, ce sont des problèmes planétaires, donc qui n'affectent pas telle et telle région, mais qui affectent le monde. Et en plus, même si ça coûte trop cher, on peut à un moment donné dire on va faire de la planification publique et donc faire payer moins cher ce service-là parce qu'on le trouve nécessaire pour la préservation de la planète. Et pour l'instant, les problèmes écologiques sont résolus par des questions d'argent. Et donc on est occupé justement à ne pas les résoudre.